Hey, salut, aujourd'hui on se retrouve pour voir deux entreprises que je détiens dans mon portefeuille. Ici, ça va être mon portefeuille personnel. La première, ça va être Tecnoglass qui représente 2,8% de mon portefeuille et j'ai un rendement dessus de plus 59,39 au prix que je l'ai acheté. Et la deuxième entreprise va être Adobe. Dans le fond, ça représente 2,5% de mon portefeuille et j'ai une perte ici de moins 8,84% depuis que je l'ai acheté. Maintenant, on va aller regarder l'entreprise. La première entreprise, c'est Adobe. Adobe, j'imagine que tout le monde connaît cette entreprise-là, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement de logiciels destinés aux professionnels de la création, marketing et la gestion documentaire. Notamment, elle est connue grâce à Photoshop, Illustrator, Acrobat Reader et Creative Cloud. Son modèle économique, ça va être vraiment par abonnement mensuel ou annuel grâce au Creative Cloud, Document Cloud et Experience Cloud qui va avoir des revenus récurrents pour l'entreprise. Comment elle fait l'argent concrètement? Donc, elle a deux grands segments qui est le Digital Media segment. C'est le cœur du métier d'Adobe car elle représente 73 à 75% des revenus de Adobe et c'est le plus rentable car ici on peut voir qu'il y a une très forte marge opérationnelle de plus de 40%. Et ce segment-là est divisé en sous-segments. Le premier, c'est Creative Cloud. Dans le fond, ici, on retrouve Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, etc. Et le deuxième va être Document Cloud. Je pense que c'est beaucoup plus connu. Adobe Acrobat, Adobe Sign et PDF Service. Ici, comment elle génère de l'argent sur ça? Dans le fond, ça va être des abonnements, soit mensuels ou annuels. Grâce aux particuliers, les PME, grandes entreprises, écoles. Ici, ça concerne tout le monde. Comparativement à ce deuxième segment qui est le Digital Experiences. Dans le fond, ici, pour l'imager un petit peu ce segment, si vous faites une recherche sur Google sur un produit que vous voulez acheter, exemple, des vêtements, des chaussures de sport. Si vous allez sur une autre application, mettons sur Facebook ou autre, vous allez recevoir des publicités spécifiques à ce que vous venez de rechercher sur Google. C'est forcément cet outil de Adobe. Celui-là, il représente 23 à 25% de son chiffre d'affaires et il y a une croissance un petit peu plus lente que le premier. Ça reste quand même à une croissance à deux chiffres, soit 10%. Annuellement, ça est comme beaucoup plus stable sur le long terme car les entreprises vont changer rarement de plateforme marketing une fois qu'elles sont intégrées. Donc, on l'a compris ici, ça va être un de ces avantages concurrentiels qu'elle va avoir sur les autres. Ici, on va dépasser ça, c'est vraiment un document personnel que je vais utiliser pour les entreprises que j'achète. Donc, avant d'aller voir le mot, on va aller voir les chiffres de cette dernière. Donc, on va commencer par le revenu de l'entreprise. On voit que c'est sur les 10 dernières années, une croissance à deux chiffres de 11,8%. Si on avance ici autour des 5 dernières années, on voit qu'il y a une croissance de 13, donc une accélération de la croissance au niveau des revenus. Par la suite, on va regarder les bénéfices nets par action. Même chose, on va comparer sur 10 ans, ensuite sur 5 ans, on voit qu'ici c'est un retour de 30%, c'est une croissance de 30%, c'est vraiment très très élevé. Et même chose sur les 5 dernières années, on voit qu'il y a un petit ralentissement à ce niveau-là. Par contre, on va regarder la croissance du free cash flow pour l'entreprise. Sur les 5 dernières années ici, on voit qu'il y a une croissance de 13%. Et sur les 10 dernières années, c'est une croissance de 22% pour l'entreprise. Vraiment des très très belles croissances ici. Maintenant, on va regarder la valorisation de cette entreprise. Pourquoi je considère moi personnellement, c'est encore sous-évalué par le marché. On va comparer les deux, le PE
et le price to free cash flow. On va commencer par le PE qui est en bleu. Ici, on voit qu'il est à 21. Il n'a jamais été aussi bas sur les 10 dernières années. Même chose pour le price to free cash flow qui est présentement à 15. De price to free cash flow beaucoup plus bas que par le passé. Pourquoi maintenant le marché la sous-valorise? Et j'en ai trouvé deux grands problématiques dans le fond qui sont soulevées par plusieurs personnes. La première, c'est qu'il y aurait des retards perçus dans la monétisation de l'IA générative et c'est peu adopté. Ici, c'est des chiffres que j'ai retirés du précédent résultat trimestriel. On voit qu'il mentionne qu'il y a une forte adoption d'Acrobat, Intelligence Artificielle Assistance, et de Express. Ici, on voit qu'il y a plus 25% de croissance des utilisateurs actifs mensuels. Acrobat Assistance, c'est 3 fois plus utilisé que comparativement au trimestre précédent. Express dans Acrobat, 11 fois plus utilisé qu'en Q2 2024. Firefly Service. Ici, Firefly, c'est son intelligence artificielle qui est intégrée dans la plupart de ces segments. Et c'est 4 fois plus de revenus annuels récurrents d'une année sur l'autre. Également, les produits intelligence artificielle First, comme Acrobat AI Assistance, Firefly Apps, GenStudio, devraient dépasser les 250 millions de revenus annuels récurrents. Donc, ils sont vraiment en avance sur les prévisions qu'ils avaient faites précédemment. Dans le fond, cette croissance est tirée par les deux grands segments qu'on a vus un petit peu plus tôt. L'intégration des modèles d'intelligence artificielle de Google et OpenAI ainsi que Black Forest Labs. Dans le fond, on voit qu'il y a une croissance, il y a une adoption de l'intelligence artificielle qu'elle a récemment intégrée dans sa plateforme. Et le deuxième problématique, ce qui est soulevé pourquoi c'est sous-valorisé, qu'il y a une concurrence dans le domaine créatif. Si j'ai pris le domaine créatif, mais il y a aussi dans d'autres domaines que est spécifié, mettons, Autodesk qui est un de ses concurrents et DocuSign ici. Mais souvent, on retrouve Figma qui est cité comme le grand concurrent de Adobe. Sauf que Figma se concentre vraiment sur un des sous-segments de Adobe qui est le design d'interface utilisateur. Figma ne propose pas des fonctionnalités avancées d'Adobe en édition vidéo, animation, traitement d'images professionnelles qui constituent vraiment le cœur et la suite Creative Cloud chez Adobe. Celle-ci, elle va proposer une plateforme unifiée couvrant l'édition numérique, le marketing, l'expérience utilisateur et une intégration fluide entre toutes ces applications. Donc, ici, ça c'est les problématiques qui ont été soulevées et moi c'est vraiment les contre-arguments que j'ai trouvés à cela et pour cela j'ai décidé de l'acheter. Ça fait un moment maintenant, j'en ai fait une vidéo et je considère toujours cette entreprise sous-évaluée. Ici c'est le prix juste que moi personnellement j'ai décidé de payer pour l'entreprise. Pour cela, j'ai vraiment fait une projection du bénéfice net par action pour les 5 prochaines années. Si j'ai pris une croissance de 10%, comme vous l'avez vu, c'était un petit peu plus sur les 10 dernières années et sur les 3 dernières années, c'était autour de 8%. Donc, présentement, j'ai pris une croissance de 10% pour son bénéfice net par action, ce qui va me donner un chiffre de 25,18 et je prévois quand son PE serait autour des 25%, car vu que sur les 3 dernières années, on voit qu'une croissance du bénéfice net par action était de 8%, je pense que si elle augmente à 10%, donc son PE va également augmenter jusqu'à 25, qui serait à peu près la moyenne historique. Ça nous donnerait un prix de 503 à 76 et je ramène ce prix à aujourd'hui. Si j'ai envie de faire une croissance d'environ 12%, je devrais avoir un prix juste à payer de 357,19 $. Pourquoi j'ai mis une croissance que j'aimerais avoir un rendement de 12%, donc dans le fond ça va être un petit peu plus que ce que le marché offre de 12%, c'est normal, j'ai envie d'avoir au moins 2% de plus de rendement que le marché, sinon j'achèterais juste le S&P 500.
acheter, ce n'est vraiment pas un conseil en investissement. Ici, je partage vraiment juste ce que j'ai acheté, mes entreprises que je détiens et pourquoi je considère qu'elles sont sous-évaluées. Et la deuxième entreprise qu'on va voir, c'est Tecnoglass, beaucoup moins connue du grand public car cette entreprise, d'abord, c'est une petite entreprise, puis deuxièmement, elle est située en Colombie, mais elle a son siège social aux États-Unis. Donc, c'est un fabricant intégré de verre architectural, de fenêtres, de produits d'aluminium et de vinyle qui va être destiné au marché de la construction commerciale et résidentielle. Comme on avait vu, comme j'ai dit, c'était basé en Colombie, mais elle a son siège social aux États-Unis. Donc, son modèle économique. Tecnoglass va adopter un modèle économique d'intégration verticale. Donc, dans le fond, ici, elle va avoir un contrôle dans l'ensemble du processus de production de la fabrication du verre et de l'aluminium à l'assemblage final des fenêtres et des façades. Cela, ça va lui permettre d'avoir une meilleure gestion des coûts et qualité constante des produits. Ici, on peut dire que c'est l'un de ses avantages concurrentiels qu'elle va avoir, c'est le mode de cette entreprise qu'on va voir un petit peu plus tard. Les principaux sources ici, c'était vraiment pas important pour cette vidéo. Ça va être des ventes directes, des contrats à long terme avec des entreprises, des commandes personnalisées et elle a également un service de maintenance. Avant de sauter, de voir le mode, on va aller regarder les chiffres de cette entreprise. On va faire dans le fond la même chose qu'on avait fait avec Adobe. On va commencer avec le revenu. On va aller regarder sur les 10 dernières années, qui a une très belle croissance de 15% sur les 10 dernières années. Et si on compare aux 5 dernières années, on voit qu'il y a une croissance de 23%, une accélération pour l'entreprise. Maintenant, on va regarder le bénéfice net par action. Je me rappelle bien, je pense que ça suit la même tendance. On va regarder sur 10 ans. Elle n'était pas rentable en 2015, elle a commencé à être rentable en 2016. Donc, c'est ça. On a un rendement annualisé de 22,5% pour Tecnoglass. Et sur les 5 dernières années, on voit que c'est une accélération à 57,09, vraiment très très élevé comme croissance de son bénéfice net par action. Maintenant, on va regarder l'EPE pour commencer. On va regarder l'EPE qu'on va regarder depuis les 10 dernières années. On voit que présentement il est à 15,96. C'est vrai qu'il était un petit peu plus bas ici en 2023. Ici, c'est la plupart des entreprises que c'était bas parce qu'on a eu quand même vraiment une chute de prix. Ensuite, on va regarder le price to free cash flow. Ici, le price to free cash flow, on va voir qu'il y a une petite problématique, car si on regarde présentement, son price to free cash flow est à 54,4. C'est vraiment très, très élevé, mais ça, c'est dû par l'acquisition d'une entreprise ainsi que l'augmentation de son CAPEX qu'on va voir ici. Si on descend... Donc, c'est ça, elle a investi massivement ces dernières années. Donc, elle a investi massivement dans l'automatisation et l'agrandissement de ses usines, ainsi qu'une acquisition de Continental Glass System en avril, ce qui a vraiment augmenté ses CAPEX. Et pour cela qu'on se retrouve à un price to free cash flow autour des 54. Si on compare un autre ratio qui enlève dans le fond les CAPEX, ça va être le price operating cash flow. On se retrouve avec un price operating cash flow autour des 17, qui est beaucoup moins élevé que le 54. Donc maintenant, pourquoi cette entreprise est sous-valorisée par le marché? Tout récemment, en septembre, il y a eu un rapport d'un vendeur à découvert qui relevait comme quoi que Tecnoglass serait lié à des cartels, je pense mexicains et colombiens. Ce n'est pas la première fois qu'elle a eu ce type d'accusation. Elle a eu également en 2022 et il y a eu
Il y a une enquête qui a été faite à ce sujet. Ça s'est avéré que c'était faux. D'ailleurs, Technoglass a immédiatement rejeté ces allégations comme fausses, trompeuses et infondées et qualifié de tentative de manipulation de marché par ce vendeur à découvert. Il y a eu une plainte qui a été faite par Technoglass par rapport à ce vendeur à découvert le 9 septembre. Dans le fond, c'est sûr que si c'est faux, elle a fait une plainte à ce sujet. Donc ici, c'est vraiment subjectif de ce qu'on peut savoir parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'enquête en 2025 comparativement en 2022. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on sait que ça a vraiment joué sur le prix en bourse car elle a vraiment chuté énormément depuis cela. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu comme un downgrade d'analyste, mais l'entreprise, elle a relevé sa guidance pour 2025. Dans le fond, qui est passé de 940 millions à 1 milliard de dollars pour les revenus. Et cela s'appuie à une forte demande sur le marché résidentiel unifamilial et des commandes en hausse de 29% comparativement au T2 dans les logements multifamiliales et commerciaux. Également, Technoglass annonce une expansion de ses capacités aux États-Unis et Technoglass a investi massivement dans l'automatisation et l'agrandissement de ses usines et l'acquisition de Continental Glass System en avril. Ici, on a vu que ça avait impacté son price to free cash flow et comme le capex était élevé, mais c'est un investissement car il y a une énorme demande en vue, donc c'est pour ça qu'elle a investi autant d'argent. Il y a également un troisième point qu'elle est sous-valorisée. En ce moment, il y a l'impact macroéconomique et les tarifs commerciaux. C'est sûr qu'il y a des risques par rapport à ce que l'entreprise est située, soit en Colombie, et les tarifs commerciaux, tous les produits qui rentrent aux États-Unis sont taxés. Donc ça, honnêtement, on peut vraiment pas rien faire. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester sur le long terme? On ne sait pas, mais c'est un des facteurs qui aurait causé la chute de l'action. Maintenant, moi je considère que c'est une entreprise qui est sous-évaluée en ce moment, donc c'est pour cela que je l'ai acheté. Ça fait un moment, puis je trouve que présentement également, elle est à un bon prix et c'est pour cela que je suis rentré dessus. Car l'entreprise, si on retourne ici, on va regarder, j'ai juste un rendement de plus 59, car j'ai renforcé, donc ça a fait diminuer mon rendement total. Mais c'est pas grave, c'est vraiment ce qui est important, c'est combien d'argent tu as investi dessus. Car faire 2000% sur $50, ça vaut pas grand chose comparativement si tu ferais un pourcentage beaucoup plus bas, mais sur $50,000 ou $60,000, il y a vraiment une énorme différence. Maintenant, le prix juste que moi je considère serait bon d'acheter l'entreprise. Encore une fois, ce n'est vraiment pas un conseil en investissement. Moi, personnellement, je l'ai acheté. Je la détiens dans mon portefeuille. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est mon portefeuille. Donc, je vous dis juste qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai fait. Donc, j'ai fait une projection du bénéfice net par action pour les 5 dernières années. Si j'ai fait une croissance de 12%, si on retourne, on va regarder sa croissance sur les dernières années. On peut voir que l'entreprise a une croissance de 23% sur les 5 dernières années, de 57%. Donc, c'est pour cela que j'ai mis une croissance de 12% pour l'entreprise, qui me donnerait un bénéfice net d'action dans 5 ans autour des 6,53. Et je pense que l'entreprise va avoir un PE de 19 si elle a une croissance de 12%. Présentement, l'entreprise elle a un PE autour des 15. Donc, un PE de 19, c'est vraiment pas déconnant. Donc, ça me donnerait un prix de 123 et 89. Et j'ai mis ici, j'aimerais avoir un rendement, un retour de 15% parce que je considère quand même l'entreprise beaucoup plus risquée que Adobe, que ce que j'ai mis. Un 12%, Adobe également, c'est une entreprise beaucoup plus mature que celle-là,
qui est une petite entreprise. Donc, j'aimerais ça avoir un retour autour des 15%. Et le prix juste à payer serait autour des 61$ pour cette entreprise. Donc, on est à peu près à ces prix-là en ce moment. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai renforcé. Donc, ça va être la fin de cette vidéo. On a vu deux belles entreprises que je tiens dans mon portefeuille, que je pense qu'honnêtement, il va y avoir de la croissance dans le futur. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, de liker, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.